Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, Alfredine, j'aimerais vous parler de BM Coaching, BMCOACHING. Vous avez le sentiment d'avancer professionnellement dans un épais brouillard, ou vous manquez d'entrain et de plaisir dans votre job, ou encore vous êtes en quête d'empowerment et souhaitez changer de cap professionnel, alors BM Coaching est fait pour vous. Blandine Mansion, BLANDINE, MANSION, elle-même reconvertie, est coach professionnel. Son expertise est la reconversion. Elle a fondé BM Coaching à l'intention des femmes insatisfaites dans leur carrière. Elle les aide à réussir leur transition pour vivre d'un métier qui les épanouit. Avec sa méthode Je veux changer, Blandine vous accompagne pour dépasser cette frustration professionnelle, l'appréhension du faux pas et aussi construire la carrière qui vous révèle. BM Coaching, c'est l'accélérateur des talents au féminin. Pour les auditrices d'Oser la reconversion, Blandine offre une réduction de moins 20%. Attention, cette offre est seulement valable jusqu'au 15 janvier 2023. Au-delà de cette date, la réduction sera de 10%. Une séance découverte est offerte. Pour en profiter, prenez rendez-vous dès maintenant avec Blandine Mansion sur son site www.bmcoaching.fr. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Alfredine. Après avoir été photographe paparazzi, Alfredine a fondé Elfie, une marque de gâteaux sans gluten et sans lactose, suite à la découverte de sa maladie auto-immune. Passionnée de photos depuis toujours, Alfredine passait son temps à photographier les paysages de son village de 80 habitants. Un jour, sur un coup de tête, elle décide de partir à Paris pour faire de la photo et voir le monde, comme elle le dit. Elle devient paparazzi pendant 3 ans pour une agence de presse et couvre notamment le festival de Cannes. Lassée du stress et des conditions de travail, elle décide finalement d'arrêter au bout de 3 ans pour reprendre des études en communication. En janvier 2019, elle se retrouve du jour au lendemain, clouée au lit, avec un épanchement du genou. Elle est alors trimballée de médecin en médecin, d'hôpitaux en hôpitaux, avant de finalement découvrir qu'elle a une maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde qui touche les articulations. Elle doit donc prendre un traitement à vie, de fond, une sorte de microchimio, et elle se retrouve tous les 2 mois à l'hôpital pour faire des ponctions. Son conjoint lui parle alors de l'impact de l'alimentation sur le corps et la maladie. Du jour au lendemain, elle décide finalement d'arrêter son traitement et d'aller voir une naturopathe qui lui prescrit un régime sans lactose et sans gluten. Miracle, elle revit et ne prend aujourd'hui plus de médicaments. Passionnée par la pâtisserie, elle décide alors de créer Elfie, des pâtisseries sans lactose et sans gluten, en septembre 2022. Alfredine a pour projet d'ouvrir un salon de thé et d'embaucher des personnes atteintes de maladies comme elle, en adaptant leurs conditions de travail afin qu'elles puissent travailler assises par exemple. Alors avec Alfredine, on a évoqué les anecdotes des stars du Festival de Cannes, la découverte de sa maladie, l'excitation et la peur du lancement de son entreprise parce qu'elle vient juste de lancer son entreprise, les réactions de son entourage, sa volonté d'aider les malades et sa passion pour la pâtisserie. Vous allez voir, cet épisode est hyper inspirant parce que Alfredine vient juste de sauter le pas. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alfredine. Bonjour Alfredine, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Alors, actuellement, j'ai mon entreprise, donc c'est une marque de gâteaux sans gluten et sans lactose, donc qui s'appelle Elfie. Alors, ça n'avait rien à voir avec ce que tu faisais avant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, tes études et puis ton premier métier? Alors, j'ai un gros parcours atypique. Du coup, j'ai commencé avec un bac technologique hôtellerie au lycée. Donc, j'ai fait 3 ans dans l'hôtellerie. Ensuite, j'ai fait 1 an en BTS. Bon, ça m'a pas plu, j'étais dans l'immobilier. Je suis vraiment restée quelques mois. Après, je suis partie sur Paris. Parce qu'avant, j'étais à Amiens. J'ai fait mes études à Amiens. Du coup, j'ai décidé de partir à Paris pour faire de la photo. Donc, j'ai fait 3 ans de photo. Donc, c'est un BTM photographie. Au cours de ces 3 ans, donc, j'étais dans une agence de presse. Donc, j'étais un paparazzi. On va dire ça comme ça. Ah, c'était paparazzi? En fait, je cherchais une entreprise pour faire de la photo et c'est la seule qui s'est vraiment présentée pour le coup. Et je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas, ça peut être une belle aventure. Donc, c'était vraiment chouette. J'ai fait plein de choses. J'ai fait des festivals. J'ai fait d'ailleurs le festival de Cannes.
le festival de l'Alpe d'Huez, le festival de Cabourg. Enfin, c'était super sympa. Je faisais tous les événements sur Paris aussi. Au bout de ces 3 ans, j'en ai eu marre, donc j'ai fait une pause pendant 1 an. J'ai fait une petite année sabbatique et après j'ai décidé de reprendre mes études. Enfin, pendant cette année sabbatique, en fait, j'ai fait un peu de photos en freelance. Ça donnait pas grand-chose et j'avais pas envie de continuer, j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai repris mes études et j'ai fait du coup un BTS assistante de gestion. Donc j'ai fait de la gestion pendant 2 ans en banque et après, j'ai décidé de continuer mes études mais en communication. Donc ça me correspondait un peu plus parce que à la base, je suis quand même influenceuse, je fais beaucoup de photos sur Instagram et du coup, je suis partie sur cette licence qui me correspondait plutôt bien. Et au final, au bout de ces 1 an, je ne savais pas trop quoi faire. J'hésitais vraiment et j'avais envie de lancer quelque chose, mais ça faisait des années que j'ai envie de lancer quelque chose. J'ai lancé ma marque Effie. Et comment t'avais eu l'idée de faire de la photo? J'avais un appareil photo chez mes parents qu'on m'avait offert et c'est comme ça que c'est venu. Et au début, je faisais beaucoup de photos de paysages, je l'emmenais partout. J'adorais. C'est comme ça que je me suis lancée aussi sur Instagram. Je faisais vraiment que du paysage et je me suis dit à un moment, mais pourquoi pas en fait, va faire de la photo, pars à Paris, explore le monde, fais quelque chose quoi. En plus, moi, je viens vraiment d'un petit village pour le coup, 80 habitants. Donc, je viens vraiment du fin fond de la campagne, de la Picardie. Et tout le monde même me disait, mais va faire de la photo, t'es tout le temps avec ton appareil, tout ce que tu vois, tu prends en photo, t'es toujours émerveillé. Et je me suis dit, bon, bah allez, lançons-nous. Et du coup, enfin, ça t'a pas plu plus le paparazzi parce que toi, peut-être, t'avais envie de faire des choses plus posées parce que c'est vrai que c'est un peu street style, c'est un peu difficile, je pense, parce que t'as pas le temps de te faire des jolies photos. Ça peut être un peu frustrant, non, de toujours dans l'instant, en fait. C'est toujours ouais dans l'instant. En fait, ce qui m'a plu, c'était l'idée d'être constamment en fait en action. Peut-être que j'avais besoin de fuir ma vie personnelle et j'aimais le fait de travailler tout le temps, d'être tout le temps prise en fait mentalement. T'as pas eu envie de changer, de te faire d'autres types de photos au bout de 3 ans? Alors moi, à côté en perso, je faisais beaucoup de packshots en fait. Je faisais beaucoup de nature morte, beaucoup les produits de beauté. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai présenté à mon book de fin d'année à l'examen. J'ai absolument pas du tout proposé mes photos de mon travail. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, un peu de paparazzi, parce que c'est vrai que c'est un monde un peu de paillettes qui fait rêver. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu des petites anecdotes? En tant que photographe, ça fait pas vraiment rêver. On va dire qu'on se fait souvent insulter aussi par les stars, c'est très sympa. Moi, la meilleure Ouais. anecdote que j'ai, je pense, c'était au festival de Cannes. Moi, en fait, je faisais toutes les arrivées aéroport. Le pire que j'ai eu, je pense, c'est Gérard Depardieu qui m'a insulté, mais de tous les noms, juste parce que je voulais faire une photo de lui qui arrivait à l'aéroport. Et aussi, les gens qui arrivent et qu'on ne reconnaît pas du tout, en fait. C'est pas du tout les personnes qu'on voit en vidéo, en photo. Et du coup, tu es là, tu hésites et tu te dis: «Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle?» Elle arrive en jogging, elle est pas maquillée, tu sais, elle a une capuche aussi, c'était, Karlie Kloss, à l'époque. Et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est pas elle, elle va faire des photos d'une inconnue, je sais même pas si c'est elle». Je me souviens, j'avais mon collègue qui était toujours branché avec moi au téléphone du coup, il me dit: «Mais si, c'est elle, fais les photos, fais les photos». Donc du coup, j'ai fait les photos, mais j'ai tellement choqué, je m'attendais pas à ça, quoi. Et comme quoi, oui, c'est bien des paillettes, ça fait rêver, mais au final, ils sont comme nous, quoi, en fait. Mais alors, comment vous faites pour vous organiser? En fait, tu filmes en même temps pour que quelqu'un d'autre regarde les personnes? Elle attend de plus loin. Mais cette personne, ça faisait déjà 10 ans qu'elle était dans le métier, donc elle reconnaissait bien les personnes. Et pourquoi elle est pas à côté de toi, en fait? Parce que cette personne-là suivait après derrière. Donc eux, ils attendent, soit en scooter, en voiture, et ils suivent la voiture de la star. En fait, c'est comme ça, on se relaie là. Ah, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, parce que c'est vrai que moi, je fais les Fashion Week. C'est super marrant d'ailleurs, parce que souvent, en fait, il y a les stars, influenceurs qui sont hyper maquillés, hyper apprêtés. Et les photographes, c'est l'opposé en mode jogging, sac à dos, parce que eux, ils sont en mode un peu sportif, voilà, où ils doivent courir partout. Et c'est vrai que c'est une particularité qui m'a assez impressionnée, dont je m'étais pas rendu compte. Le côté, tu dois connaître tous les gens et tous les noms, parce que sinon, tu sais pas si tu les prends en photo, en fait, ou pas. Comment t'as appris, toi, justement? Je pense que c'est quelque chose c'est un peu inné. Moi, j'ai toujours été physionomiste, en fait, donc j'avais aucun souci avec ça. Là, actuellement, avec mon conjoint, c'est pareil, on va dans Paris, je vois quelqu'un, je lui dis. Il me dit: «Mais comment ça se fait? Comment t'as vu?» «Oh regarde, il y a machin truc», tu vois? Donc c'est assez marrant, ouais. Faut être très physio.
Et ils t'apprennent un peu au début quand tu arrives? Comment ils te forment? Franchement, moi, j'ai été posée sur le terrain et on m'a dit débrouille-toi, hein. Et ça t'est déjà arrivé, par exemple, des stars qui te demandent de supprimer les photos? Oui, c'est pas vraiment elles qui le font, mais c'est souvent les gardes du corps ou les personnes qui les accompagnent, qui viennent et qui demandent qu'on supprime la carte. Mais bon, en général, on en a 2 ou on les retire quand on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Ah ouais, donc genre tu fais semblant de supprimer. Ah ouais, il y a pas mal de d'astuces. Je me suis toujours demandé comment ça se passe entre paparazzi parce que c'est assez bizarre, je pense, l'ambiance parce qu'en même temps vous êtes collègues dans le sens où vous faites le même métier, mais en même temps vous êtes en concurrence parce que c'est celui qui va avoir la meilleure photo. C'était comment l'ambiance avec les autres paparazzi? Bah, ça dépend. En général, ça fait copain-copain, mais ça dépend les sujets. Ça peut être copain un jour et le lendemain, ça l'est plus, quoi. Et au niveau de la rémunération, toi, t'étais salarié ou t'étais rémunéré à la photo? J'étais salariée apprentie, donc Ah oui, ça changeait rien pour toi. Et donc, du coup, au bout de 3 ans, t'en as marre. Et donc, du coup, tu te lances d'abord à photographe à ton compte. Comment ça se passe, du coup? je faisais du freelance, je démarchais beaucoup via Instagram. J'avais un compte pro et c'est comme ça, je démarchais des petites marques qui faisaient des produits de beauté, mais j'ai vraiment pas beaucoup travaillé. Je pense que c'était une année où j'avais besoin de me recentrer. Je sortais de quelque chose de vraiment, c'était 3 ans assez intenses et j'étais un peu perdue sur la suite, donc je me suis dit: «Bah écoute, laisse-toi du temps». Et comment t'as décidé, justement, de faire ce break? Parce que t'étais assez jeune à ce moment-là. T'avais quel âge? J'allais avoir 22 ans. Ouais, parce que c'est pas évident. J'imagine que ton entourage devait te dire, bah, continue. Surtout quand on est jeune, on a un peu peur que, tu sais, un peu le côté, on sort un peu du système, quoi. C'est ça. Et en plus, moi, j'ai un entourage qui est très, ancré dans la sécurité. Il faut absolument avoir un travail, être en CDI, voilà. Donc c'était très compliqué. Et comment t'as eu justement le courage de dire, bah, moi, je fais ce dont j'ai besoin? Après, c'était assez simple dans le sens où ma famille n'est pas à Paris, donc je pouvais un peu leur faire croire ce que je voulais, à distance. «Oui, oui, là, j'ai eu du travail». Non, non, pas du tout, je passais ma journée à flâner, mais c'est super. Alors juste après, j'ai fait assistante de gestion en banque, donc tout ce qui est, par contre, crédit pour les voitures. Et ça, c'était plus la pression de tes parents qui voulaient un truc un peu plus sérieux? En fait, j'ai pris le premier BTS qui venait et je me suis dit, «Tiens ça, pourquoi pas?» Mais ça ne me correspondait pas du tout et c'est quand même incroyable quand on fait quelque chose qui ne correspond pas, mais j'avais l'impression que c'était les 2 ans de l'enfer. J'avais l'impression que ma vie, c'était un enfer pendant 2 ans, quoi. J'allais au travail, je traînais des pieds, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et en plus, je repensais à mon ancien taf où je me disais: «Mince, j'étais vraiment dans l'action, quoi. Moi, j'aime pas être derrière un ordinateur, ça ne me plaît pas, quoi». Et t'as pas regretté un moment de te dire, peut-être j'aurais dû continuer photographe? Non, j'ai pas regretté, ni enfin, pas ce milieu en tout cas, pas celui du paparazzi. J'aurais peut-être aimé être dans un studio, faire des choses comme ça, ou j'avais vraiment envie de faire de la nature morte. Mais je pense que quand on est jeune, il y a des choses qu'on n'ose pas faire, on n'a pas de courage. Et du coup, j'ai laissé un peu couler en me disant: «De toute façon, c'est pas pour moi, et je pourrais pas avoir ma chance là, en fait». Parce que pour toi, ça te semblait trop difficile. Oui, pour moi, c'était inaccessible. Et donc après, finalement, tu reprends une formation de communication. Oui. Et comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler en même temps peut-être de ton compte Instagram? Oui, alors du coup, bah, moi je suis devenue influenceuse malgré moi. C'est vraiment, au début comme je disais, je faisais de la photo, je faisais que des paysages et j'avais 10 000 abonnés en fait, donc c'était, inespéré et après j'ai commencé à recevoir mes premières res collaborations. Donc c'est la première marque qui te contacte, c'est un peu en mode: «Hey salut, tu voudrais un maillot de bain? Tu vois, il est à tel prix, machin, tu nous fais des photos, c'est chouette». Et là tu te dis: «Bon, pourquoi pas?» En fait, tu te prêtes au jeu. Donc je commence à faire ma première collaboration, je m'en souviendrai toujours, c'était un maillot de bain. Et après, ça s'enchaîne. Vu que tu publies, il y a d'autres marques qui voient et du coup, bah, enfin voilà, c'est effet boule de neige. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est trop cool, je reçois plein de cadeaux, et ça m'a vachement aidée. En plus, quand t'es jeune, je pense qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui pourront se reconnaître. T'as les cadeaux pour Noël, du coup, t'as les coffrets, tu les reçois gratuitement. Moi, c'est vraiment, mais ma famille était gâtée, ils en revenaient pas de tout ce que je recevais, quoi. Bon, maintenant, j'ai complètement lâché. J'ai que des collaborations. C'est des collaborations sur le long terme, c'est-à-dire que tous les ans, c'est toujours à la même période, je reçois, en fait. J'ai par exemple la marque Watford. Au printemps, avant l'automne, je reçois des chaussures, en fait, pour les saisons. Donc ça, c'est top, c'est des trucs que je garde, mais j'ai vraiment pas le temps d'avoir les petites collabs à côté. Même j'ai lâché en fait les produits de beauté. Avant j'avais beaucoup de produits de beauté, j'en ai eu mais tellement, je trouvais ça mais indécent. Et en fait en grandissant c'est pas pareil aussi. Il y a quelque chose, il y a un peu d'éthique. Je fais attention. Je trouve que recevoir trop de produits c'est pas forcément écologique. Ouais, et je suis rentrée vraiment dans une sphère où je peux pas accepter toutes les collaborations parce que enfin, je peux pas. Et je me dis non, c'est trop.
et qu'est-ce que je vais en faire ou ouais, j'ai un côté plus responsable. Et comment ça s'est passé pour toi, du coup, d'être influenceuse? Ça te plaisait? Ouais, j'aimais beaucoup et aujourd'hui, c'est vraiment plus compliqué pour faire les photos. C'est souvent un stress ou mince, j'ai pas le temps, là, je dois aller le faire, je suis obligée parce que la marque, elle fait que réclamer. Je mets de côté. Bon, en même temps, avec ma marque, j'ai pas trop le temps. Donc, du coup, maintenant, c'est vraiment, je sélectionne, hein. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de quand tu as été community manager? Alors oui, j'ai été community manager donc pour une marque de prêt-à-porter. Donc c'est de la location de robes de luxe. Pendant un an, j'ai été donc la community manager, la photographe. J'avais plusieurs casquettes en fait, donc c'était super sympa, c'était varié. Ça me correspondait bien parce que je suis quand même quelqu'un d'assez polyvalent. Et si je reste sur un sujet, à un moment c'est pas possible. Je m'ennuie tellement, ça se ressent dans le travail et j'ai envie de changer quoi. Au bout de 3 mois, j'ai envie de partir. Je me lasse très vite des choses en fait, mais c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, très investi. J'avais vraiment l'impression que c'était mon entreprise. Le soir à 22h, j'allais voir si le Reels il avait pris, s'il y avait des likes, si combien de vues il avait fait. Enfin vraiment, ça a vraiment été une belle expérience parce que j'avais quand même pas mal de responsabilités. Ma patronne me demandait vraiment d'être très autonome et je me rendais compte que de toute façon, quand je faisais quelque chose, si on me reprenait derrière, ça ne me plaisait pas en fait. Et je me disais, mais non, c'est mon truc, laisse-le moi en fait. Pourquoi tu viens me donner tes idées ou après voilà, j'acceptais parfaitement les idées quand elles étaient bonnes, mais c'est vrai que c'était très conflictuel quand ça me plaisait pas. Et du coup, pourquoi tu as décidé d'arrêter? Bah en fait, la fin de mon contrat tout simplement. Et quand mon contrat s'est arrêté, je me suis dit mais attends, ça fait des années que tu as envie de lancer quelque chose, mais ça venait pas. Mon conjoint, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, ça. Je ne dirais pas le contraire. Et il m'a dit mais prends du temps en fait, même si c'est 1 mois, 2 mois, tu verras peut-être que l'idée elle va te venir. Et je lui parlais de choses, je lui disais tiens, j'ai envie de faire ça, ça. Il me disait non, ça te correspond pas trop. Et en fait, tout simple, un jour du coup, je fais un cake sans gluten, sans lactose. Je le fais, j'installe mon petit set, je fais les petites photos. Et là, lumière quoi. Je vais le voir et je lui dis je sais ce que je veux faire. J'ai envie de faire des gâteaux sans gluten, sans lactose. Il me dit ah mais ça c'est top, ça te correspond en fait. Je sais que t'adores cuisiner, la pâtisserie, les gâteaux, enfin voilà. Il y a tout un univers qui se reliait à ce que je voulais faire. Et au final ça relie tout parce que je fais les photos pour ma marque, c'est moi qui dois faire la CM, c'est moi qui fais la stratégie de marque. Voilà. Du coup je me suis dit mais en fait c'est parfait, il y a tout qui se réunit dans ce que j'aime. Et pourquoi sans gluten et sans lactose? Alors du coup, venons-en. Alors, sans gluten, sans lactose, pourquoi? Du coup, je suis tombée malade en 2019, donc janvier 2019. Donc pendant 1 mois, je suis trimballée de médecin en médecin, d'hôpitaux en hôpitaux, on trouve pas ce que j'ai. Pourtant, c'était pas si compliqué. Du coup, au bout d'1 mois, le diagnostic tombe, donc j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Donc maladie inflammatoire des articulations, un peu invivable au quotidien, quoi. Bref, ça s'est découvert parce que j'ai eu un genou qui était enfin j'ai eu un épanchement au genou et du coup je vais voir mon médecin et je lui dis je suis pas très. Au début je vais aux urgences. Donc je me dis mince, je me suis pas cognée, je suis pas tombée, qu'est-ce que j'ai en fait? Et je vais du coup aux urgences et on me renvoie chez moi avec du Doliprane en me disant mais vous êtes juste cognée en fait. Et moi je savais que je m'étais pas cognée, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Du coup, le lendemain, je me dis, bah, je vais chez mon médecin traitant puisque on me dit que j'ai rien, c'est pas possible, je peux plus marcher, j'ai super mal. Enfin, du coup, mon médecin me dit, bon, bah, c'est un épanchement, ce que j'avais compris moi-même. Il me dit, bon, bah, c'est bizarre, on va faire une ponction. Donc, je suis envoyée à une clinique, ils me font une ponction. Très, très marrant parce que le médecin me dit, quand tu vas ressortir, tu vas courir comme un petit lapin et tout. Je dis, super, c'est très encourageant. Donc, je sors après la ponction qui fait bien mal. Ah, bah, le genou qui regonfle au bout de 5 minutes, plein de liquide. Je me dis, bon, ça va pas du tout. Je reprends rendez-vous avec le médecin. Et là, il me dit, bon, il y a peut-être quelque chose de pas normal. Donc, très gentil, le médecin me fait une lettre de recommandation pour aller en traumatologie à l'hôpital. Donc j'arrive en traumatologie, ils me disent bah non en fait on peut rien faire pour vous, ça va être rhumatologie. Ok, donc du coup ils refont un courrier pour que je monte en rhumatologie. Du coup je suis examinée une semaine après, donc ça faisait déjà 3 semaines que je tournais, qu'on m'envoyait partout. Je me dis bon, j'espère que cette fois c'est la bonne, ils vont trouver ce que j'ai. Et là elle me dit bah en fait je suis désolée, vous êtes malade. Je dis, ah bon, pas top. Donc elle m'explique un peu la maladie, que j'ai un traitement de fond à vie, que j'ai des anti-inflammatoires sur une longue période au début, parce qu'il faut un peu remettre le corps d'aplomb. Ok, bon bah pendant un an, donc 2019, 2020, 2021, là on est en 2022. C'était à quel moment ça, du coup, que tu l'as appris? Bah, c'était quand j'avais démarré mon BTS assistante de gestion. Parce que du coup, t'as une maladie auto-immune, donc Oui. souvent on a des pics de stress, c'est lié au pic de stress. Tu penses que c'est le fait d'avoir commencé ta formation qui te correspondait pas? Je pense qu'il y avait la formation et un peu mon passé et mon présent dans mes relations amoureuses qui étaient très chaotiques en fait. Et je pense que ça a été vraiment un déclenchement et
tout s'est enchaîné, quoi. Et oui, pardon, je t'ai interrompu. Donc du coup, tu parlais de ton traitement? Oui, alors le traitement, bon bah c'est un traitement de fond qui est quand même assez lourd. Pour faire bref, c'est une micro chimio en fait. Ça soigne pas vraiment, mais ça camoufle en fait la maladie. Donc au début, j'avais l'impression que ça a fonctionné, mais pas tant que ça. J'étais quand même tous les 2 mois à l'hôpital pour faire une ponction. Donc c'était soit le genou, soit les coudes. Donc j'ai eu les coudes. En fait, c'est comme ça qu'en m'examinant, elle a découvert la maladie parce qu'elle s'est rendue compte que dans mes coudes aussi, il y avait du liquide. Moi, je m'en rendais même pas compte. Et pourtant, j'avais mal partout. Et il y a eu ça. Donc le traitement, donc c'est un traitement lourd. Il est là à vie. Et je me dis bon, ok, donc tu le prends quoi. Toutes les semaines, tu prends un petit cachet, c'est une dose. Finalement, il n'y avait pas de résultat, donc on change, on prend un autre traitement. Et ça, c'est très courant chez les patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde, malheureusement. En général, 90% des cas, ils changent tout le temps de traitement. Ça marche pas tant que ça. Ça camoufle quelques temps et après, ça agit plus, faut changer. Donc, je prenais d'autres traitements. Je me souviens toujours, le deuxième traitement, il puait, mais alors, on aurait dit du dissolvant. Je me disais, mais je vais pas prendre ça, c'est pas possible, ça sent le dissolvant. Au début, j'étais un peu perplexe quand même. Bon, j'ai pris, pareil, ça fait rien. Et du coup, pendant 2 ans, c'est ça, j'ai rencontré mon conjoint en décembre 2020. Oui, c'est ça, 2020. Et lui, il commence à me parler d'alimentation. Moi, j'avais jamais fait le lien. Et il me dit, tu sais, il y a plein d'aliments qui sont inflammatoires et je pense que si tu enlèves ou réduis certaines choses, il y aura peut-être une amélioration. Je dis, bon, ok. Au début, je veux pas trop, j'ai pas envie de l'écouter. Enfin, voilà, t'es dans ta colère, t'as pas envie de faire autre chose, en fait. Puis je pense qu'il y a un côté aussi, t'as pas forcément envie de faire tourner toute ta vie autour de ta maladie. Parce que c'est vrai que quand on prend des médicaments, bon, c'est chiant, mais ça prend 2 secondes. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. Pour moi, c'était un peu la facilité. Je lui dis, écoute, j'ai un traitement, c'est un peu la facilité, quoi. On me dit, bon, ok. Et là, en février, j'ai commencé à avoir mon état qui se dégrade, fièvre, je suis hospitalisée pendant 3 jours. Et là, en fait, c'est un déclic. Je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas. Déjà, l'hôpital, c'est l'horreur. Vraiment, en plus, j'étais en rhumatologie, en public, l'hôpital horrible. Je me souviens de la chambre partagée, tu vois. T'es pas bien, quoi, t'es pas à l'aise. Et je me dis, mais je veux pas revivre ça. Donc, je rentre. Et la rhumato, tout ce qu'elle m'a conseillé, c'est d'augmenter la dose du traitement. Sauf que, en augmentant la dose du traitement, tous les effets indésirables, j'avais des nausées, certains aliments, je pouvais même plus les voir, j'avais juste envie de vomir et saut d'humeur, enfin vraiment, j'avais l'impression d'être bipolaire, quoi, ça n'avait aucun sens. Et là, je dis à mon conjoint, bon, écoute, parle-moi là de ton régime alimentaire, peut-être que finalement, je vais peut-être y passer. Il me dit, ah, c'est bien, enfin, tu te raisonnes un peu. Et il me dit, bon, bah, c'est simple, il va falloir enlever le gluten et le lactose. Ah, c'est super simple. Ok, super. En gros, tu me demandes de tout arrêter, quoi. Et non, bah après, bon, voilà, il m'explique, il m'achète plein de livres, et ça commence de là, en fait. Donc, j'ai le déclic, j'arrête le traitement. J'arrête complètement le traitement. Je me dis, mais stop. Donc, je vais voir ma rhumatologue, et je lui dis, écoutez, ça fait, donc c'était chiant les rendez-vous, fallait attendre. Et je lui dis au bout de mois, au fait, ça fait 2 mois que je prends plus le traitement. Et elle me dit, ah ok. Elle me dit, bon, de toute façon, on n'a jamais vu d'amélioration sur vous avec le traitement, donc pourquoi pas. Donc j'arrête. Et je lui dis, en fait, ça fait 2 mois que j'ai changé mon alimentation. Pendant 1 mois, j'ai suivi un régime avec une naturopathe. Donc elle m'avait fait tout un régime adapté à ma maladie. Pendant 1 mois, je fais le régime. Bon, je perds 2 kilos parce que malheureusement, je fais mal les dosages et tout. Je me dis, oh là, j'ai quand même bien maigri. Alors déjà que je suis pas épaisse. Je me dis, bon, là, ça fait beaucoup, quoi. Mais j'étais vraiment, mais quelqu'un d'autre. Je pétais la forme, j'avais pas une inflammation, j'avais mal nulle part. Je me dis, ah ouais, en fait, il y a vraiment, il y a une vérité sur l'alimentation. Donc c'est de fil en aiguille, j'ai mangé comme ça, j'ai arrêté le lactose, le gluten. Bon, je l'ai pas retiré à 100%, ça m'arrive de temps en temps de faire des écarts. Déjà, quand on est en famille, c'est compliqué parce qu'eux, ils ont pas du tout le même régime. T'as l'impression de passer pour la relou de service. Enfin, t'as pas envie de te prendre des réflexions. Je suis assez flexible sur ça. Bon, évidemment, je me tape la crise 2 jours après, hein, donc c'est super, les inflammations, tout. Mais depuis que j'ai arrêté le traitement, j'ai plus d'épanchement. Mes inflammations, je les ai, mais j'arrive à les gérer. Donc je prends de temps en temps, je fais des cures en fait d'anti-inflammatoires quand je peux vraiment plus gérer la crise. Je me dis, mais si j'avais pas arrêté le traitement, peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore tous les 3 mois à aller me faire ponctionner. Et est-ce que tu peux donner le nom de ta naturopathe? Franchement, je peux la retrouver, je peux te l'envoyer, mais là, je l'ai pas. Je la mettrai en lien parce que s'il y a des auditeurs qui ont le même genre de problème et qu'elle est bien, parce que je pense que c'est assez rare de trouver des naturopathes qui connaissent les maladies et qui adaptent en fonction. C'est ça. Du coup, c'est vrai que c'est toujours bien recommandé. Et comment elle a réagi ta médecin quand tu lui as dit ça? Parce que souvent, ils aiment pas trop en plus les médecines un peu douces. Ils se sentent un peu
Ah, mais c'est pas des vrais médecins ou... Donc, comment ça s'est passé? Mais justement, c'est assez étonnant parce que sa réaction, c'était ah ouais, moi je vous encourage totalement, j'ai de plus en plus de patients qui font ça et il y a des vrais résultats. Et je pense qu'elle en avait un peu marre des médicaments. Je sais pas si elle s'est reconvertie aujourd'hui, mais j'avais l'impression qu'elle aimait plus son métier, quoi. Et il y a beaucoup de médecins et des personnes qui sont dans le milieu médical qui se reconvertissent à ça, hein. Et j'en entends parler autour de moi et je me dis, bah, c'est peut-être pas étonnant. Et non, elle me dit, mais allez-y, moi je vous encourage complètement. Et en fait, elle me dit même, le problème de la médecine, c'est qu'on n'encourage pas les gens à bien manger. On leur dit juste, tiens, prends le traitement, mais c'est tout. Sauf que le fond du problème, il est à l'intérieur. Et l'alimentation, c'est quand même, c'est 3 fois par jour. Donc, à un moment donné, faut voir plus loin et se dire, peut-être que les cachets, ils sont là en complément, mais ils vont pas tout arranger, malheureusement. Et donc, du coup, toi, tu t'es mis à pâtisser à ce moment-là. Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai toujours pâtissé. Il faut savoir que quand j'ai fait l'école d'hôtellerie, je voulais toujours aller en pâtisserie. Mon chef me disait, mais tu sais, Alfredine, il y a aussi le salé dans la vie, et puis tu es obligé d'aller en faire parce qu'à ton examen, tu seras bien obligé de passer sur l'examen salé. Je dis, bon, ok, d'accord. Donc, je faisais du salé, mais j'avais déjà les bases, donc en fait, je voulais pas approfondir. Je savais cuisiner en salé, c'est tout, quoi. Mais dès qu'il y avait faire le dessert, j'étais là. Hein. Ouh, c'est moi, je veux faire le dessert. En fait, je me rendais compte que j'aimais beaucoup ça, mais peut-être que finalement la maladie, elle dormait depuis longtemps parce que j'ai pas continué l'hôtellerie. Bon, déjà à cause des conditions, malheureusement, qui sont pas terribles dans ce milieu. Et aussi, tout le monde me disait, mais fais un CAP pâtisserie parce que finalement, ça colle vachement à ta personnalité. Et moi, je voulais pas parce que déjà juste en fin de service, moi j'avais déjà les jambes et les pieds en feu. Et je pense qu'en fait, ça dormait déjà quelque part. Elle s'est pas tout de suite déclenchée la maladie. Je pense que, je sais pas, inconsciemment, ça s'est lié et je me suis dit non, je vais pas faire ça, je peux pas faire ça. Enfin, puis c'est pour ça que je suis passée à autre chose. J'ai fait de la photo et j'en suis arrivée là, quoi. Et j'ai toujours fait oui de la pâtisserie, donc c'est toujours moi qui fais les gâteaux d'anniversaire pour la famille, pour les amis. C'est toujours moi qu'on appelle. Fredine, j'ai besoin d'un gâteau. Et je me suis même du coup lancée dans la pâtisserie fraîche. Sans gluten, sans lactose. C'est un peu plus compliqué, mais si on s'y penche vraiment, c'est pas si dur. Et alors, pourquoi ça s'appelle la pâtisserie fraîche? Alors, la pâtisserie fraîche, c'est par exemple un gâteau où derrière, après la cuisson, on va rajouter une ganache ou une crème pâtissière, en fait, tout ce qui doit être conservé au frais. Moi, là, ce que je fais actuellement, c'est de la pâtisserie de conservation. Donc, c'est des gâteaux où on rajoute rien après, tout est passé au four. Et moi, je pouvais pas faire de la pâtisserie fraîche parce que j'ai pas le CAP pâtisserie. Et en France, voilà, il y a des normes. Et si tu veux vendre de la pâtisserie fraîche, il faut absolument le CAP pâtisserie. Ah bah ça, c'est une bonne info à savoir. Mais moi aussi, je l'ai su que en, en me disant, tiens, je vais faire ça. Ah ben non, en fait, je peux pas. Mais c'est pas exclu, voilà, je l'ai mis dans ma petite liste, peut-être plus tard, faire la formation à distance et faire après ces 14 semaines de stage. Oui, parce qu'on peut passer en candidat libre, il me semble. Oui, c'est ça. Et 14 semaines de stage quand même. Ah oui, ok. Donc du coup, c'est pas du tout réglementé pour vendre. Ah oui, c'est vrai que souvent on voit comme ça des ventes de cookies, brownies, voilà, et tout ce qui est cupcake. Alors, cupcake, on peut pas. Parce qu'on rajoute du coup derrière la préparation au-dessus, la décoration qui est de la crème, donc pas possible. Et comment t'as eu l'idée de te dire, je vais faire ma boîte, parce que t'aurais pu te dire, je vais aller travailler pour quelqu'un qui a déjà son entreprise, ou comment ça s'est fait un peu entre j'adore la pâtisserie et je vais faire Elfie. Alors, bah déjà, je savais que j'avais besoin de travailler seule pour commencer. Bah du coup, la question se posait même pas parce que je sais très bien qu'avec ma maladie, c'est pas possible de travailler dans ce milieu. Aucun patron va te dire oui, oui, bah vas-y, assis-toi, fais ta petite tambouille là, et c'est pas grave, tu peux rester assis pour travailler. Et du coup, en fait, le faisant moi-même, bah c'est plus simple parce que j'ai personne derrière. Je peux m'asseoir quand j'en ai besoin. Je me mets mon rythme. J'accepte un nombre de commandes si j'en ai envie ou pas. En fait, voilà. J'ai pas de, j'ai pas une contrainte. Les jours où je suis pas bien, bah tant pis, je me mets off. Il y a pas de pression sur ça. Après, parfois aussi, c'est quand même difficile l'entrepreneuriat dans le sens où parfois on fait finalement peut-être plus d'heures que quand on est salarié. Comment toi tu le vis de bah voilà d'avoir ces contraintes de ta maladie et en même temps d'être entrepreneur parce que c'est sûr qu'on peut se mettre off mais en même temps bah si on est off il n'y a pas d'argent qui rentre donc c'est toujours un peu ce stress. Comment toi tu le vis? Bah moi, j'arrive à prendre vachement de recul en fait. Je me dis que c'est une chance, même si c'est difficile d'entrepreneuriat. Je me dis qu'il faut son temps. Et ouais, je vois pas ça comme une contrainte. En fait, j'aime tellement ce que je fais que je compte même pas les heures. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu, Elfie, entre je vais me lancer et puis maintenant où ça en est, un peu comment ça s'est passé? Alors, ça a été un long parcours tumultueux. Déjà, j'ai commencé à penser à ça, c'était en février. Donc, je me suis dit, début mars, j'ai commencé à bosser sur tout ce qu'il y avait besoin. Donc, l'administratif, me déclarer.
trouver un nom de marque. Et quand j'ai trouvé mon nom de marque, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un mois qu'il y avait une société qui portait ce nom en France, en plus. Et j'ai pris contact avec le monsieur qui tire la société. Il m'a dit, au premier abord, il me dit, écoutez, moi, je m'en fous un peu puisque c'est juste mon nom de société, je m'en sers pas vraiment. Et en fait, cette personne détient une franchise qui d'ailleurs s'appelle Five Pizza, donc je sais pas si les gens connaissent. Je pense que c'est quand même assez connu dans Paris. Et au début, donc il me dit oui, pas de problème et tout. Et en fait, pendant 3 mois, ça a été la bataille pour qu'il accepte que je prenne le nom de sa société. Et donc je lui explique, écoutez, moi j'ai vraiment besoin de ce nom. Dedans il y a Elsie et il y a mon surnom Alfie. Donc vous voyez, moi il y a vraiment, je tiens vraiment à ce nom. C'est un truc qui me tient à cœur. Et il me dit, il commence à dire oui, bon, ok. Et après, il revient sur sa décision, il me dit non. Je me dis, bon, c'est pas possible. Donc, obligé de lui faire un pavé en mail, en lui disant tout ce que j'avais sur le cœur. Et il a fini par comprendre et se décider. Donc aussi, entre-temps, j'ai dû prendre une avocate pour aider à faire les papiers, pour que lui aussi soit mis en confiance. Donc vraiment, ça a été tout un chantier pendant 4 mois. Après, j'ai réussi du coup à avoir la validation de ce monsieur. Donc on signe un papier de coexistence. Donc c'est-à-dire que moi, je m'engage à ne jamais l'attaquer sur ce qu'il fait et vice-versa. Lui, il peut pas m'attaquer en fait. Voilà, donc c'est une protection. Donc il y a eu ça. Après, il y a les doutes, hein, bien sûr. Parce que pendant tous ces mois-là, tu te dis, bon, est-ce que vraiment je vais me lancer? Est-ce que je vais faire ça? Même si on aime quelque chose, qu'on est à fond, qu'on est passionné, je pense que la peur, elle est quand même vachement présente. Et j'avoue que ça a été des mois très épuisants pour moi. T'as un jour, c'est la fiesta, pompe up, ouais, trop cool, je vais lancer mon truc. Et t'as le lendemain, tu restes coulé au lit et tu te dis, non, je vais pas faire ça, c'est trop compliqué, c'est n'importe quoi. Donc pendant 8 mois, je me suis préparée. Après, entre-temps, ça a été un peu compliqué. Il y a eu des petits soucis de famille, donc j'ai dû m'occuper de ça l'été. Donc j'ai laissé complètement de côté ma marque et j'ai finalement réussi à me lancer le 21 septembre. Donc c'est tout frais hein, pour l'instant. Et au niveau des investissements, donc tu as eu les frais de ton avocate et tu as dû investir dans du matériel professionnel, frigo. J'ai investi dans un robot donc qui est KitchenAid. Je pense que c'est très connu. Donc j'ai pris le KitchenAid artisan. J'ai investi dans mes moules, donc des moules professionnels qui coûtent quand même assez cher pièce. J'ai eu aussi, j'ai dû payer le dépôt de marque. Donc en plus j'ai pris 2 catégories, donc j'ai un petit peu avancé les choses. J'ai pris la catégorie donc forcément des gâteaux de conservation. Et j'ai pris aussi une catégorie où il y a toutes les boissons. Donc comme ça, si j'ai envie de faire des paniers pique-nique, c'est un peu l'idée pour le printemps, de pouvoir avoir des boissons avec les gâteaux. Comment tu as fait pour financer ces investissements? Alors, grâce à mes économies que j'ai bien, que je n'ai plus aujourd'hui, du coup. Et aujourd'hui, donc ça s'est lancé, donc c'est tout frais, hein. Donc c'est une des rares invités, je pense, qui vient de se lancer qu'on invite. Donc c'est génial parce que justement on voit ce qu'on peut ressentir quand on vient de se lancer. Donc il y a un mélange d'excitation et de stress. Et donc aujourd'hui, toi, tu vends uniquement en ligne. Est-ce que tu as pour projet de vendre ensuite avoir un point physique? Qu'est-ce que tu envisages? Alors j'ai plein d'idées. Et le problème, c'est de faire un choix. J'aimerais bien faire un salon de thé, déjà pour proposer beaucoup plus de gâteaux, une gamme plus large. Et oui, l'idée, ça serait vraiment d'ouvrir un salon de thé. Donc pour l'instant, sur ma ville, donc je suis à Saint-Ouen, parce qu'elle est vachement, elle se développe énormément. Ou une petite boutique, mais pas forcément un salon de thé. Enfin, j'ai pas encore trop d'idées sur ça. Pour l'instant, je sais ce qui me prend le plus la tête, c'est le salon de thé, parce que c'est beaucoup d'investissement. Même les loyers, c'est pas donné tous les mois, donc faut vraiment réfléchir quoi. Donc je suis sur le business plan et pour l'instant je vends en ligne, donc par Instagram et Facebook et j'ai mon site. Et est-ce que tu aurais des conseils justement pour trouver ses premiers clients quand on se lance comme ça? Bon, déjà, faut savoir si on veut être local. Donc moi, par exemple, je sais que pour l'instant, je veux être local parce que je peux pas me développer plus. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire sur un groupe de ma ville. Et c'est comme ça aussi, je fais des petits posts en disant voilà, je viens de me lancer, je suis là. Et c'est comme ça en fait que mes premières ventes sont arrivées. Il faut vraiment communiquer. Au début, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment aller chercher le client. Surtout qu'en plus, moi, je suis vraiment dans un secteur de niche. Les gens sont quand même assez réticents quand on leur dit sans gluten, sans lactose, les grimaces, des fois on les a en direct. Et je leur dis, mais en fait, essayez. Peut-être que vous êtes tombé sur le mauvais gâteau ou le mauvais endroit. Et c'est ce qui s'est passé avec des gens, des influenceuses aussi, où j'envoie les gâteaux et elles me disent, oh, mais c'est super bon. En fait, c'est fondant, c'est pas sec ce que tu fais. Moi, j'ai vraiment le souvenir des gâteaux horribles, tout secs. Ok, mais de toute façon, il faut essayer. Moi, après, c'est parce que j'ai quand même une ouverture d'esprit assez grande. Je suis pas fermée. Avant, je l'étais plus, mais en vieillissant, je m'ouvre tellement aux choses que parfois, je comprends pas quand on me fait une grimace et qu'on me dit ah, mais sans gluten, sans lactose, mais pourquoi?
Ou sinon, t'as les réflexions des gens, mais pourquoi tu fais ça? C'est trop compliqué en fait. Tu te fais chier, hein, ils me disent comme ça. Tu te fais chier avec ton projet. Fais juste des gâteaux normaux. Mais je leur dis, mais attends, en fait, ce que tu oublies, c'est que c'est pas du tout l'histoire de ma marque. Moi, je vais pas faire des gâteaux avec du gluten et du lactose. Sinon, ma marque n'a vraiment plus de sens. Et tu t'organises comment pour faire la livraison du coup? J'ai des créneaux donc le soir. Je fais de 19h à 21h où ils viennent chercher directement chez moi. Et les gens de la ville, bah, c'est plus simple, je peux aller le livrer à pied, enfin, c'est pas très compliqué. Non, c'est vrai que je pose les questions pratiques parce que je pense que c'est un rêve pour beaucoup d'ouvrir sa pâtisserie, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pâtisser. Et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte que c'est faisable, en fait. On peut le faire de chez soi et puis on peut commencer. Du coup, je rebondis avant sur ce que tu disais, dans le sens où c'est simple. Il y a quand même des normes. Moi, j'ai dû passer une formation. Il faut savoir si on a le droit aussi par rapport à sa copropriété. Il y a pas mal de choses à voir. Faut se renseigner. Et par exemple, pour les personnes qui veulent se lancer dans la pâtisserie fraîche, faut absolument qu'ils fassent une demande auprès de leur mairie pour que ça soit accepté, parce qu'en fait il y a la concurrence déloyale, c'est-à-dire que si tu t'installes chez toi alors que t'as le pâtissier juste au bout de la rue, c'est pas légal, sauf si par contre tu fais ta boutique physique. Moi je le vois, c'est quand même un sacré handicap de pas avoir la boutique physique, parce que les gens déjà ils te voient pas, t'as pas pignon sur rue, il y a pas de marque de confiance, donc c'est à toi de l'instaurer. C'est pour ça que moi j'aimerais beaucoup avoir la boutique physique, parce que déjà je suis sur une niche, sur quelque chose d'assez compliqué. Aujourd'hui, le sans gluten, il est quand même vachement démocratisé. Il y en a partout, hein. Mais sans gluten et sans lactose, déjà, les gens, ils font beaucoup d'amalgame. Ils se disent que c'est vegan, alors que pas du tout. En fait, j'utilise des œufs. C'est juste que mon lait est végétal et je n'ai pas de gluten, quoi. C'est tout. Après, c'est vrai que je me demande toujours comment comment on peut faire du bénéfice en ayant une boutique physique, quoi, parce que les loyers sont tellement énormes en vendant des gâteaux. Je me dis exactement la même chose quand je vois les prix des boutiques. Je me dis, ah ouais, il faut quand même bien charbonner, quoi. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a surprise? Alors, tu parlais justement de toutes ces réglementations. C'est vrai que bon, moi, ça me surprend, même si j'étais avocate avant. Je pensais pas que c'était aussi compliqué. Toi, comment t'as fait justement pour être au courant de toutes ces réglementations? Beaucoup de recherches et beaucoup de bouche-à-oreille, en fait, les gens qui m'entourent et qui m'ont dit fais attention, il y a ça et ça, parce que j'ai des gens aussi du coup dans l'hôtellerie autour de moi que j'ai gardé du lycée, donc ils m'ont dit renseigne-toi sur ça, ça, ça. Il y a aussi des gens autour de moi qui ont lancé ce genre de petit business, donc j'ai posé des questions, puisque eux ça faisait déjà des mois qu'ils étaient installés ou quelques années, et c'est là où en fait on a fait un petit listing et après je me suis renseignée, après tu tombes sur d'autres trucs, tu dis ah ouais il y a tout ça. Après, il faut pas avoir peur, parce que il y a des choses qui sont un peu tirées par les cheveux au niveau des réglementations. Et si tu fais attention à tout, tu te lances jamais, alors qu'au final, c'est pas, on prend ça vite comme, oula, c'est des trop grosses réglementations, je pourrais pas, mais en fait, non. Franchement, je pense qu'il y a tellement de réglementations que c'est impossible de tout respecter. Surtout que ça change tellement souvent, même parfois sans le vouloir, finalement, on n'est même pas au courant de la dernière règle. Donc je pense que ça doit pas être un frein. Et est-ce que toi, il y a quelque chose à part la réglementation qui t'a surprise quand tu t'es lancée? Non, je pense pas. À part peut-être le prix des ingrédients. Ou aujourd'hui, c'est de pire en pire, mais non. Franchement, il y a rien qui m'a étonnée. Je pense que ce qui a été le plus handicapant, c'est les gens qui t'entourent, les réflexions ou la négativité, les choses comme ça. Je pense que quand on entreprend, le plus dur, c'est de faire abstraction des mauvaises choses. Et des fois, il y a même des bonnes choses, mais il faut savoir, disons, lire entre les lignes, dans ce que les gens nous disent. Moi, j'ai eu beaucoup de réflexions. Enfin, mais pourquoi tu fais ça? C'est trop compliqué. Tu te feras jamais de clients. Enfin, non, je pense qu'il faut se faire confiance. Oui, parce que du coup, ta famille a réagi comment à ta marque? Plutôt bien. En fait, je pense que l'idée que je sois indépendante est commencé à s'ancrer en fait de leur côté, en se disant oui, c'est vrai qu'au final, si elle est en CDI ou qu'elle travaille, elle est pas très bien. Elles se sent pas forcément bien au sein d'une entreprise. Sûrement que j'ai jamais trouvé l'entreprise qui me correspondait, hein. Il y a peut-être ça aussi. Mais du coup, ils se disent bah autant qu'elle tente maintenant l'aventure. Et je suis jeune, je pense que quand on est jeune, il faut oser, c'est là où on peut un peu plus se gameler, entre guillemets. Je pense que les erreurs, faut les faire jeunes pour comprendre et pas refaire par la suite. Je pense que plus on vieillit, plus c'est compliqué de se lancer. Parce que déjà, on a plus de contraintes. On commence peut-être à avoir des enfants ou un crédit d'appartement ou de maison. Et là, oui, je pense que ça devient plus compliqué de sauter le pas. Après, je pense que c'est assez contradictoire dans le sens où plus t'es jeune, moins t'as de contraintes, donc c'est plus facile de se lancer, mais moins t'as confiance en toi en même temps. Je trouve que finalement, avec l'âge, on a de plus en plus confiance, donc finalement, on a les contraintes, mais en fait, on n'a jamais tout en même temps. Et à chaque âge, il y a un peu ces difficultés, j'ai envie de dire.
Et toi, du coup, est-ce que tu penses que c'est la maladie qui t'a fait le déclic de te dire j'ai envie de faire ce dont j'ai envie depuis longtemps? Quand on a plus le même quotidien, on se dit: «Oh là là, mais pourquoi je vais aller m'embêter avec des choses qui collent pas avec moi, en fait?» Et il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment fait tilt, c'est le fait de pas aimer mon travail. J'étais encore plus malade, en fait, et le problème des maladies auto-immunes, c'est que quand ça fonctionne pas là, ça fonctionne pas dans le corps, en fait, il y a rien qui suit. Et aujourd'hui, même si je suis stressée avec mon entreprise, j'ai pas forcément de crise, en fait. Le stress, il est là, mais c'est un bon stress, en fait. Je me dis, bah tant pis, si j'échoue, je me suis engagée auprès de personne, en fait. C'est moi, c'est mon problème. Que même quand tu es dans un travail et que tu dois rendre des comptes, et en plus j'ai ce problème de perfectionnisme, donc je vais être lente sur certaines choses, je vais pas avoir confiance, je vais pas me lancer. Et c'est souvent ça, je posais problème dans certaines entreprises, c'est que j'osais pas. Parce que je me disais, mais non, je vais faire mal, ça va pas aller. Et là, j'ai pas le choix, en fait. Je suis obligée de combattre, de me battre avec mon perfectionnisme et me dire, bah ouais, mais là, avance, parce que si t'avances pas, t'as pas de clients, t'as rien, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que en l'espace de ces 8 mois, du coup, de l'idée à la conception, j'ai énormément grandi et appris de choses, et j'ai repoussé mes limites dans tellement de domaines, et me dire, mais en fait, avant, j'étais incapable de faire ça. Et aujourd'hui, je me dis, mais ah ouais, j'ai quand même fait ça quand je regarde en arrière. Je me dis, ah tiens, bah tu vois, là, aujourd'hui, je suis avec toi, je fais une interview, j'aurais jamais fait ça un an avant. Enfin, c'était pas possible pour moi. Ouais, je pense qu'après, en fait, on est capable de tout quand c'est pour sa marque. En fait, on a tellement envie que ça marche. Et justement, quel conseil tu donnerais pour garder la motivation dans le sens où, tu vois, donc ça a duré 8 mois. En plus, tu as eu des problèmes administratifs, le nom. Oui, il y avait plein de choses qui auraient pu faire que tu aurais pu te dire, bon, bah, tant pis, les réactions de ton entourage. Qu'est-ce qui t'a permis de garder cette motivation et de dire, c'est ça que j'ai envie de faire? Bah, déjà parce qu'au fond de moi, je savais que ça me correspondait. Il y a toujours un truc que je me dis, c'est les réflexions des autres, c'est eux le problème, en fait. C'est le reflet de leur peur. Et j'ai souvent eu des réflexions et je sentais que la personne en face de moi, c'était juste sa peur, en fait. Parce que elle ose pas se lancer. Du coup, elle pense que toi, tu vas échouer parce que c'est impossible dans sa tête. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut, c'est vraiment s'entourer. Moi, par exemple, j'ai fait une erreur. Là, aujourd'hui, je suis en train de rattraper cette erreur, c'est s'entourer, avoir un mentor. Moi, actuellement, je suis en train de postuler donc pour des incubateurs. Donc, c'est super intéressant. Tu vas un jour ou deux par semaine à un endroit fixe, il y a plein d'entrepreneurs, tu discutes, tu as des gens qui t'aident, tu as des coachs, tu as quelqu'un qui va t'aider dans ta stratégie de vente. Enfin, moi, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de pas m'entourer en pensant que ça allait aller, parce que j'avais mon conjoint qui m'aidait, lui, il a fait toute l'identité de la marque, c'est son métier. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as besoin d'être entouré. Et vraiment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est d'être entouré. Et les gens négatifs, par contre, faut pas avoir peur de... En fait, faut laisser couler. Et il faut parfois même se séparer de personnes. Et c'est compliqué, mais tu te rends compte par la suite que c'est bénéfique. Moi, c'est vraiment le conseil. Je me rends compte que sur les 8 mois, j'ai perdu des amitiés. Mais en fait, avec le recul, je vois juste qu'elles étaient pas bénéfiques. C'était de l'amitié, mais c'était toxique et ça m'empêchait d'avancer. Et aujourd'hui, je me dis que si j'avais encore ces amitiés-là, peut-être que j'avancerais même pas. Je pense que au début c'est hyper important parce que j'ai remarqué quand même que plus on avance, moins on a de réflexion parce que les gens ils se disent bon bah ça fait un moment qu'elle fait ça donc c'est qu'elle va pas changer. Alors qu'au début en fait les personnes elles se disent bon bah si je lui dis elle va changer, tu peux encore faire demi-tour. Du coup je pense que le fait de se mettre un peu dans sa bulle au début c'est encore plus important finalement. Et alors toi ça serait quoi ton plus grand rêve pour Elfie? Mon plus grand rêve, c'est d'avoir la boutique. Et aussi, moi, l'idée, c'est d'embaucher derrière des personnes qui ont ma maladie ou une maladie auto-immune, qui les a empêchés d'aller vers leurs rêves ou qui aujourd'hui ont arrêté et aimeraient revenir, mais ils peuvent pas. Et c'est là où je parlais du fait de pouvoir travailler assise. Moi, en fait, le but, ça serait d'avoir des cuisines complètement aménagées où les personnes puissent travailler assises. Parce que moi, je sais que déjà être malade, t'as un jugement. Moi, je sais que dans les autres travails, j'avais trop de jugement. La moindre crise, je me mettais en arrêt maladie, j'allais pas au travail, en fait. C'est une option de facilité, entre guillemets. Ouais, l'idée, mon plus grand rêve, ça serait ça, c'est de pouvoir aider des personnes dans mon cas, de leur ramener la passion, la joie. Moi, je sais, j'ai une amie qui est chocolatière à Lyon et elle a sa collègue, donc qui est plus jeune que elle, et elle lui a dit, tu sais, je dois arrêter la pâtisserie, c'est ma plus grande passion. On vient de découvrir que j'avais de l'arthrose.
Et en fait, ça m'a fait tilt. Et quand je me suis dit, mais en fait, elle va arrêter sa passion, je la comprends parce que c'est tellement compliqué. Et je me suis dit, mais attends, il faut que je fasse quelque chose autour de ça. Et là, ça fait quelques semaines que ça cogite. C'est pour ça que j'essaie aussi de trouver un incubateur. Et c'est de pouvoir, à la longue, créer cette boutique, avoir que des employés qui ont une maladie auto-immune, qui se sentent bien, qu'il n'y ait pas de jugement, que les horaires soient adaptés, que les conditions de travail aussi, elles soient adaptées. Parce que finalement, tu te dis, bah, ces métiers-là, ils sont vraiment que pour les gens en pleine santé. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté, soit tout va bien et tu peux travailler, soit dès que tu as des petites crises, bah, tu fais plus rien, alors qu'il y a un entre-deux, en fait. Bah, en tout cas, franchement, c'est des super projets. Et vraiment, ça donne envie de savoir la suite. Et alors, toi, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Pour moi, une reconversion réussite, c'est vraiment de pas avoir peur de l'échec. De se dire, je me reconvertis, c'est ça que j'aime, mais tant pis si j'échoue, au moins j'aurais essayé. Mais c'est de faire ce qu'on aime, en fait, tout simplement. C'est vrai que souvent, il y a le côté, si on arrête, c'est un échec, justement, alors qu'on peut très bien avoir essayé, arrêter, changer d'avis, et c'est une réussite quand même. C'est ça. En fait, ça nous permet de grandir. Puis même, peut-être que dans le projet, même s'il est incertain, il suffit juste de se dire, tiens, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui va m'amener vers autre chose, ou peut-être que ton projet, il va un peu bifurquer dans d'autres conditions, mais ça sera mieux parce que c'est encore plus quelque chose qui va te correspondre. Donc c'est ça, je me dis, aujourd'hui je fais ça, peut-être que demain il y aura toujours Elfie, mais peut-être qu'elle va prendre une autre direction. Je ne sais pas du tout. Là, je sais qu'actuellement, je suis en train de réfléchir pour mettre mon caramel salé vegan en pot, en fait, pour vraiment le commercialiser, pour que ça soit un produit à part et que ce ne soit pas que les gâteaux. J'ai plein de projets comme ça, je suis en train de réfléchir sur les coffrets de Noël. En fait, c'est ça qui est de beau au début, c'est que t'as 12 000 possibilités. Tant que t'as pas essayé tout ça, tu peux pas te dire que ça va pas marcher. Quand t'auras vraiment tout essayé et que ça va pas fonctionner, tu te dis bon, ok, là, j'arrête, ça va pas fonctionner, ok, je me remets en question. Moi, je me dis, voilà, une reconversion réussie, c'est ne pas avoir peur et te dire qu'il y a 12 000 possibilités pour réussir ton projet, quoi. Oui, c'est la liberté aussi. Oui, c'est ça, c'est la liberté de faire ce que toi, tu as envie, que tu peux pas forcément avoir quand tu es en CDI. Tu peux pas vraiment aller au bout de ton projet parce que c'est pas ton entreprise. Moi, au niveau d'entrepreneuriat, je me rends compte que je grandis bien plus vite que si j'étais au sein d'une entreprise, que j'avais mon confort et que je le voyais dans certaines entreprises, j'avais un confort et tu repousses pas tes limites. Et aujourd'hui, je me connais bien plus. Je sais vraiment ce que j'ai envie. Je trouve que c'est une force de pouvoir avoir la chance de se connaître comme ça, de voir les erreurs, de voir ce qu'on n'a pas envie. Et oui, c'est sûr que quand on est dans un confort, de toute façon, on a du mal à en sortir en général. Et on se connaît peut-être moins pour certaines personnes. Bon, ça correspond pas à tout le monde l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui grandissent au sein d'une entreprise, c'est aucun souci. Mais moi, je sais que ça me faisait pas grandir, par exemple, pour mon cas. J'avançais pas, quoi, je progressais pas. Ouais, après, je pense que tout est accéléré quand on entreprend. Un grand merci Alfredine. Donc, je mettrai ton compte Instagram et aussi celui de Elfie pour que les auditeurs puissent découvrir tes pâtisseries. Pourquoi pas en commander. Je mettrai ton site internet aussi. Vraiment, merci beaucoup. C'était super inspirant et génial de t'avoir au tout début de ta marque parce qu'il y a l'excitation des débuts. Donc, on a hâte de savoir ce que l'avenir te réserve. Merci beaucoup. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.